Donc je vous présente Gilles Vernet, qui est instituteur depuis 18 ans dans une école de REP+, dans le 19e arrondissement. Mais il n'est pas qu'instituteur et il n'a pas fait que ça. Avant, il était trader dans la finance. Et il est aussi réalisateur, écrivain. En tant que réalisateur de films documentaires, il a réalisé en 2022 Les Philosophes en herbe. En 2020, À nous l'opéra. En 2016, qui est passé dans des salles de cinéma, le film Tout s'accélère. Et en 2009-2010, L'argent en clair, ce que j'en oublie. Voilà. Et comme écrivain, il a écrit donc un livre éponyme, Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans. Il n'y en a que 3 exemplaires. Voilà, il a pu amener que ça. Et il y a aussi un autre livre qui est Tout s'accélère. Oui. Voilà. Et aussi un livre qui s'appelle Tout l'or du monde chez Bayard, qui est une réflexion sur la place de l'argent et aussi sur tout l'accomplissement qu'on peut trouver dans le métier d'enseignant, qui est l'or du monde. Donc le film documentaire que nous vous proposons de voir aujourd'hui provient du constat qu'il a fait de l'invasion des écrans dans le quotidien de ses élèves, et il a donc décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps et de réfléchir avec sa classe sur la place des écrans dans notre vie à tous. Ce film retrace cette année de réflexion commune, réflexion aussi partagée, vous verrez, avec les parents d'élèves et des spécialistes des usages numériques. Donc bon film, et je laisse Gilles compléter. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de vous présenter le film. Je vais faire vite pour vous dire quelle est l'idée. C'est de donner la parole. Vous verrez que la parole est au centre, je pense, de ce qu'on peut apporter aux enfants. De donner la parole aux enfants, c'est de les écouter. Vous verrez, je pense que tous on est au contact des enfants, mais leur donner la parole sur cette question des écrans. Souvent, on les charge, notre mauvaise conscience s'abat sur eux. Enfin, moi, c'est ce qui peut m'arriver avec mes propres enfants. Tu es encore sur ton portable, etc. Et en fait, il y a un côté réflexif de les écouter, nous dire ce qu'ils pensent de tout ça, de ces sociétés de plus en plus, effectivement, numériques et envahies par les écrans. C'est aussi porteur, je l'espère, de plein d'espoir. Et on aura l'occasion d'en parler à la suite et d'échanger ensemble. Bonne projection. Merci. Et au niveau des profs, il y a un constat indubitable sur l'érosion du langage. J'en parle dans le film, et c'est véritablement ce qui me tient le plus à cœur, parce qu'on parle beaucoup par rapport aux écrans, il y a comprise de la question de l'effort, de l'attention, de la mémoire, du harcèlement, des fake news, enfin 1000 choses qu'on aborde et dont les gens sont un peu conscients, mais l'angle mort, c'est l'érosion du langage, selon moi, et qui m'inquiète profondément en tant que prof. Et en tant que citoyen, on enlève le langage, c'est la violence. Au commencement était le verbe, on ne peut pas se penser en société raisonnablement sans langage. Plus le langage s'érode, plus la nuance s'érode, plus la capacité à affiner ce qu'on a à dire s'érode. Et ce que j'explique aux élèves, c'est que rien ne les déterminera plus dans leur vie, puisque leur couleur de peau, leur taille, leur richesse, que la manière dont ils s'expriment, dont ils peuvent exprimer leurs idées, en tout état de cause. Dans le travail, évidemment, mais aussi dans la vie privée. Pouvoir finement dire les choses, c'est quand même l'assurance d'éviter beaucoup de mots. Le langage médie notre rapport à l'autre. On parle beaucoup du lien, mais la médiation numéro 1 de notre rapport à l'autre, c'est le langage. Et s'il s'érode, c'est problématique. Je vais vous expliquer pourquoi il s'érode. Peut-être que vous puissiez en parler aussi aux parents, parce que j'ai un angle d'attaque qui fonctionne. Je suis parent moi aussi. Donc cette culpabilisation des parents est totalement contre-productive. Par contre, la prise de conscience de ce qui fait qu'on a moins de temps à accorder aux échanges langagiers dans notre famille, dans nos familles, dans nos relations même peut-être amicales, on a moins de temps, on en parlait du temps. Et ça se joue évidemment par la dimension addictive, par le fait qu'il y ait des réseaux hyper addictifs, on en parlera, et plein de techniques comme ça, mais tout simplement parce que de plus en plus de choses passent par cet outil, à commencer par une chose qui nous prend à revers
et qui est extrêmement piégeuse, qui est l'exponentielle des communications. Essayez de vous projeter 20 ans en arrière, les mails, les SMS. Aujourd'hui, et déjà, on commençait à avoir une augmentation des mails, mais on n'avait pas 100 mails par jour. Aujourd'hui, dans une entreprise, on a facilement 100 mails à traiter par jour. Ensuite, il y a les SMS. Puis il y a les WhatsApp avec leur groupe maudit, où on est assailli de merci, de plein de questions, les groupes de parents, les groupes de ce qu'on veut, qui démultiplient encore les communications. Puis vous avez ensuite, si vous êtes comme des adolescents, sur TikTok, Instagram, Snapchat, vous avez pour chacun une messagerie. Et chacun fait ding. Et chacun envoie à l'enfant, ou à l'adolescent plutôt, espérons-le, quelque chose qui le distrait et surtout l'accapare. Nous accapare. Dans les familles, avec la porosité vie privée, vie professionnelle, on est sans arrêt soumis à ça. Et quand on prend conscience que cette exponentielle est submergente, comme toutes les exponentielles, c'est une loi mathématique qui nous submerge. Le propre de l'exponentielle, c'est qu'elle arrive très vite, ou plus vite qu'on le pense, au bout des limites. J'en parlais dans mon film Tout s'accélère. Et cette exponentielle des communications nous submerge assez vite, et en tous les cas nous accapare. La seule solution, et c'est ça que je vous invite, en faisant prendre conscience aux parents de cette exponentielle et de ce côté submergent des communications, la seule solution, c'est de sanctuariser des temps sans le smartphone, sans. C'est-à-dire qu'il est coupé, on n'en est plus l'esclave. C'est peut-être un message important, attention. Et donc, le truc, c'est que c'est ça, on est sans arrêt, c'est ce qu'on appelle le FOMO aussi, la peur de passer à côté, etc. C'est une désintoxication familiale, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, qui sait, le soir, le moment du repas, pas d'écran, plus d'écran, on parle. Aujourd'hui, dans les crèches, il y a une angoisse. Vraiment, j'ai fait une intervention chez Babylou, parce que c'est les jeunes enfants qui arrivent dans un monde où tout le monde est accaparé, où le grand frère est sur son jeu, où la grande sœur est sur son réseau, ou que sais-je, et où tout le monde est comme ça. Bien sûr que l'enfant, il n'a pas d'écran, mais s'il n'a personne pour lui parler, pour interagir, comment va-t-il se construire? Miguel disait qu'on apprend en faisant, dans l'interaction avec les parents, on le sait tous. Et cette interaction, structurellement, la société nous la vole progressivement, enfin la société ou le système, sans voir de responsabilité, si ce n'est une course sans arrêt effrénée au profit et au rendement et à l'optimisation, comme on disait. Donc ça, c'est la première partie, convaincre les parents qui doivent, enfin leur faire comprendre qu'ils doivent, c'est par eux. On apprend à parler comment? En parlant. C'est pas possible autrement. Et aujourd'hui, ce que je vois et qui m'inquiète, c'est que mes élèves, non seulement ont un défaut de vocabulaire, mais ils ont un défaut d'argumentation. Quand on s'engueule avec son frère, on argumente. On est là, ouais, je suis pas d'accord, on parle. Mais quand il n'y a plus ces moments, ou moins ces moments-là, eh ben, on apprend moins à argumenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la lecture. Je le dis à tous mes élèves, la lecture est une machine à fabriquer de l'intelligence. C'est comme un aspirateur à intelligence. On aspire l'intelligence de l'auteur ou de l'autrice qui a écrit le livre, parce qu'on aspire la manière de penser de cette personne, qui est très différente quand on lit Victor Hugo, Maupassant ou d'autres auteurs. La lecture, c'est Victor Hugo, ça je leur dis aussi, j'aime bien ça, il a souvent l'avantage de dire les choses claires et précises, c'est lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Ça doit même interroger les adultes aujourd'hui, qu'on a beaucoup plus le temps de lire peut-être pendant les vacances, mais de moins en moins concrètement de se consacrer à un roman, etc. Mais bon, la lecture, les enfants ont ce temps, et c'est capital de jouer d'une autorité parentale, y compris dans des familles défavorisées, en leur faisant comprendre l'intérêt qu'ils ont pour l'émancipation de leur enfant. La maîtrise du langage est une porte monumentale, et j'ai beaucoup d'enfants défavorisés dans des foyers. On en voit une là, mais il y en a plein d'autres. Et à chaque fois, j'ai des cas fabuleux d'enfants qui s'en sortent très bien, me sortent des rédactions. Bon, c'est des filles souvent, parce qu'elles lisent. Et parce qu'elles lisent. Et ça ne parle pas bien français à la maison. Mais elles absorbent de la lecture, du vocabulaire, de l'intelligence. Et elles peuvent après, ça leur sert évidemment. Donc la lecture. Et dernière chose, l'ennui. C'est Bernanos qui dit qu'on ne peut rien comprendre à la société moderne, à la civilisation moderne, tant qu'on n'admet pas qu'elle est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. Non, mais réfléchissez au temps qu'on peut se consacrer à soi-même, à l'ennui, le fameux ennui qu'on sacralise pour les enfants, mais c'est vrai.
l'ennui, parce que l'ennui, c'est pas seulement l'imagination, tout ça, c'est aussi du langage. Pensez-y. Vous vous emmerdez, vous pensez automatiquement. On formule notre pensée. Donc l'enfant qui s'ennuie dans sa chambre, il a du langage qui se crée, sans parler des questions spirituelles éventuelles, quand même. Quand on est seul face à... Voilà, on peut se poser des questions un peu profondes. Quand on est sur le jeu, quand on est sur le réseau et son algo qui nous file des trucs, il n'y a plus de langage, ou un langage éventuellement sur les réseaux. Mais ça n'a rien à voir avec le langage qu'on peut construire quand on est dans l'ennui. Donc préserver des temps où l'enfant s'ennuie parce que ça construit sa pensée. Son langage, mais sa pensée aussi. Voilà, le langage, c'est un plaidoyer. Et alors, dernière chose pour être optimiste, je suis arrivé cette année, j'ai 16 élèves, je suis en réseau d'éducation prioritaire, et il y a malheureusement de moins en moins d'élèves à Paris. Hein. Mais c'est génial, parce que là j'en ai 16, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, et je peux me consacrer énormément à chacun d'eux. Et au début de l'année, je me suis dit, là, septembre, hein, je me suis dit, mais où on va, c'est foutu. J'ai fait une dictée, j'étais abasourdi. Et aussi, j'ai fait une citation philosophique qui... C'était dans la capacité de réfléchir sur une phrase qui était « c'est parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile ». Ça, c'était très difficile pour eux. Mais, une semaine se passe, 2 semaines se passent, je leur demande de lire, je les pisse à la culotte pour qu'ils lisent, on lit en classe, et puis on parle. Je fais une citation philosophique en début de semaine systématiquement, et donc, progressivement, ils s'approprient le langage. Ce que je veux dire, c'est la plasticité dont parlait Miguel, elle est dans un sens, c'est-à-dire vous mettez un enfant 1 an à l'adolescence, on continue sur les jeux, vous le récupérez, la plasticité aura fait son effet négatif, il y aura une espèce de, voilà, d'abêtissement. Inversement, vous nourrissez l'enfant et vous parvenez à le convaincre, ça va vite. Ça va vite. Et ça m'a donné énormément d'espoir. Là, j'ai fait une rédaction, et je me suis dit, waouh, c'est cool, on peut... voilà, il faut y croire, et il faut s'engager sur cette question du langage. Voilà. Merci. Merci pour votre engagement. On est tous... Ouais, j'écoutais hier soir, c'était leur philo, et il y avait une autrice qui parlait de la déprise. J'ai bien aimé le mot déprise, se déprendre des choses. Oui, voilà, lâcher prise, oui. Oui, mais c'était dans le sens aussi de la désobéissance, enfin, c'était autre chose. Mais... Des questions peut-être. N'allez pas trop vite parce que voilà, j'ai du mal à suivre après. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, et alors il vient d'avoir le label de film d'utilité publique, ça nous a fait très plaisir parce que c'était le but, hein. C'était de le partager, de le mettre en partage. C'était une belle nouvelle. En plus, c'était en présence de Costa Gavras, je ne sais pas si vous imaginez, qui avait le label d'or. Bon, et donc, toujours est-il qu'il est sur YouTube. Public Sénat, qui l'a diffusé, a accepté de le mettre sur YouTube pour que tout le monde y ait accès. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 2 ans, et il a été diffusé l'an dernier. Mais pour l'instant, alors, c'est justement un des aspects que je voulais aborder avec vous, c'était de convaincre les parents, d'avoir les parents, on ne fait rien sans eux, et dans le RASED, c'est souvent très difficile d'avoir les parents. Faut vraiment y aller et arriver à les convaincre, faire peut-être aussi acte d'autorité. Je regrette que trop d'enseignants n'osent plus dire aux parents ce qu'ils savent, ce qui est bon pour l'enfant, et avec un peu de fermeté. Mais surtout, le film, il permet, c'est ça que je vous invite à faire, il permet de libérer la parole dans la famille. Parce que l'enfant voit, on regarde ça, papa, maman et les enfants voient d'autres enfants réfléchir, et parce que je fais ces projections avec des collégiens des écoles, et ça part dans tous les sens. Évidemment, ils voient des enfants réfléchir, ça sollicite leur réflexion sur le sujet. Donc un film à regarder en famille, et ça a été fait pour, c'est sur YouTube. Donc. Du coup, là, c'est l'expérience d'entraide, ça m'a rappelé une expérience sur des écoles, enfin, en tout cas, tout le... Oui, ça m'a rappelé une expérience vécue voilà, d'enseignant sur un groupe scolaire où on avait l'histoire de lister tous ces écrans, lister tout le temps, ça, cette prise de conscience, parce que c'est vrai que c'est partout, voilà.
Et du coup, et là, ce qui était difficile, enfin, je trouvais très intéressant sur cette expérience aussi, c'était l'histoire du collectif. C'est un peu que si on fait ça tout seul, enfin, de comment, enfin voilà. Et du coup, l'intérêt à des moments d'arriver à embarquer un peu des collègues ou des familles, parce que c'est vrai que c'est quand même très compliqué la question. Et bien tiens, d'avoir un projet, ah ben tiens, cette semaine, alors on n'était pas sur le faire une semaine sans écran, parce qu'il y a ces choses-là qui c'est trop, mais c'était d'avoir des objectifs un peu, bon alors on faisait un listing de tous les écrans, et allez, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, et de pouvoir avoir un débat collectif en effet sur ces questions-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a moi je parle de ça, c'était il y a 10 ans, et qu'on faisait des choses, et que, alors que ça a encore envahi, on est beaucoup dans la plainte et tout ça, mais concrètement dans les classes, je suis psychoscolaire maintenant, et je circule dans pas mal de classes, et je vois pas beaucoup, à part des informations à des moments, mais des vrais projets, comme vous l'avez fait là, il n'y a pas tant que ça. Ils sont super demandeurs, hein, les enfants, oui. Les écrans sont omniprésents dans leur vie familiale, personnelle, plus ou moins. Ça dépend quand même, Dieu merci, en CM2. Mais ils sont hyper demandeurs d'en parler. Ça, c'est absolument certain. L'autre aspect des choses qui était génial avec la classe découverte, c'est qu'on peut vraiment les emmener 10 jours où c'est coupé, il n'y en a plus. Et, chose vraiment véridique, il n'y a pas eu une fois un élève qui m'a dit « S'il vous plaît, maître, si vous avez vu qui étaient venus avec leur portable, ils ont eu simplement le samedi le droit d'appeler leurs parents. » Mais c'était frappant, comme il y a une désintoxication, comme ils en parlent, hein, de la liberté. C'est-à-dire que, et ça, les enfants le disent vraiment beaucoup, les adolescents aussi beaucoup. C'est comme une drogue, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont asservis à quelque chose qu'ils ne voudraient pas nécessairement, ou dont ils sentent bien les effets délétères, en partie. Et alors il y avait ça, et donc ce qui m'a frappé d'ailleurs dans ce compte, parce que j'ai pas pu tout mettre dans le film, on les a filmés, qu'est-ce que tu as pensé que ça t'a fait, ce séjour et tout, qu'est-ce que tu en retires? Donc en premier c'était le renard, ça c'est sûr. En deuxième c'est... Comment? C'était de hasard? Ouais, vraiment, alors là, merci, on ne sait pas, des choses comme ça. Mais bon, il est arrivé comme ça, dans le champ en plus, ce truc-là. Le Petit Prince, en plus, on avait étudié le Petit Prince juste avant, le truc, bon, tranquille. Et donc, la nature, mais le truc qui ressortait le plus, c'était le lien. C'est-à-dire, j'ai découvert un tel, on a parlé, je pensais qu'un tel était comme ça, mais en fait il était super sympa, puis on a développé notre amitié, c'était une soirée pyjama tous les soirs, c'était le bonheur d'être ensemble. Parce qu'en fait, ils sont piratés par ces écrans, parce que la société aussi les pousse tous à être dessus. Vous avez vu les collégiens qui sortent et qui se mettent tous sur écran. Mais dès qu'on leur donne des... C'est un peu comme les enfants qui manquent de cadre et qu'on leur donne un cadre, ils remercient d'avoir un peu de cadre. Et donc, ça invite les parents à faire cet effort. Mais le problème, c'est que l'effort, justement, il faut être honnête, l'effort, il est aussi chez le parent. Il faut qu'il occupe, il faut qu'il soit là. S'il ne peut jamais être là. Et là, pour le coup, il faut un peu de mansuétude pour toutes ces mères seules, des gens qui travaillent comme des dingues, qui vont rentrer hyper tard, qui ont une famille nombreuse, et ils sont piégés. Et pour ça, l'école et le RASEL et toute la structure peut quand même faire acte d'autorité. Tenez choc, essayez. Et puis pour finir sur ce que vous disiez, un truc qui marche évidemment, c'est de convaincre une classe, un groupe d'amis. C'est-à-dire quand un parent voudrait que son enfant n'ait pas de portable en 6e et en 5e, eh ben, qu'il parle aux autres parents, des copains ou les copines, et qu'il les convainque. Allez, on essaye. Ben, c'est beaucoup plus facile quand on a 3, 4, 5 copains ou copines qui sont aussi pas trop connectés, voilà, que d'être dans un monde où on est totalement isolé, parce que, comme me raconte mon fils qui vient d'avoir son portable à 14 ans, quand il arrivait au collège aujourd'hui, 10 minutes avant, ils sont tous comme ça, autour du truc, sur la dernière vidéo. Vous savez, le fameux t'as pas la ref, ben là, faut avoir la ref, c'est la ref du jour. Et puis ça passe, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est souvent ce qu'on entend. Ah, mais c'est dur pour mon enfant, etc. Hier, j'étais à Toul, où il y a un enfant qui prend la parole et qui dit, c'est vrai que c'est pas facile. Il s'exprime, j'étais fasciné. Niveau d'expression impeccable. Et il dit, moi c'est pas facile, là je suis en 5e, j'ai toujours pas de portable, j'avoue que ça devient de plus en plus difficile. Je dis, oui mais regarde comment tu parles. Juste regarde, tu lis, oui, bon. Voilà, il y a un choix aussi. Est-ce que vous pouvez faire ce travail chaque année?
Alors je réponds juste rapidement, je le fais chaque année, mais je ne fais pas tout ce travail, ça c'est un vrai film, avec tout un projet derrière. Le projet d'ailleurs, il y a un dossier pédagogique, quand on fait des projections, le producteur l'envoie aussi, parce qu'on fait des projections groupées. C'est-à-dire que le voir sur YouTube, ça tout à fait, mais quand on fait des grosses projections, là, il faut aller pour les droits d'image. Et on a un dossier pédagogique pour que les profs se le réapproprient. Mais chaque année, moi c'est constant. À quel point j'en parle, j'ouvre la réunion parentale, je fais, avec les parents, je veux dire, c'est 20 minutes là-dessus en assénant les points clés pour les convaincre. Et souvent, ils sont très reconnaissants, au demeurant, de ça, qu'on les avertisse, en particulier dans des populations défavorisées. Voilà. Excusez-moi, je voulais juste dire par rapport, je sais que vous travaillez aussi avec pas mal de populations défavorisées. Il y a une chose qui m'a frappé. On sait tous que c'est des processus addictifs, que c'est très proche de la drogue quand on voit l'accaparement que ça crée et l'habituation qu'ont les enfants. Et en traitant pour mon livre la question de l'addiction, je me suis aperçu que tous les addictologues disent qu'en fait, l'addiction, elle frappe d'abord les plus fragiles socialement, les plus fragiles psychologiquement, les plus fragiles économiquement. Et c'est ça qui est dur. Et les convaincre que c'est pas ça la solution, mais c'est que justement, c'est d'aller dans l'effort, c'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Oui, alors moi, d'abord, un grand merci. Qu'est-ce que ça fait du bien. Cool, je trouve que, à travers ce film, on se rend compte de la chance qu'on a de travailler avec des enfants. Ah, merci. Et si seulement on pouvait leur laisser la parole de temps en temps, comme vous le faites. Ils ont des choses très, très fraîches, très sensées à nous dire. Et c'est aussi, je trouve, très réconfortant par rapport à l'IA. Je ne vois pas comment l'intelligence artificielle pourrait mettre en place ce genre de projet que vous faites. Et voilà, c'est très, très réconfortant de se dire que, oui, avec du lien, on arrive à des choses assez extraordinaires si on croit aux enfants, si on croit en ce qu'ils disent, si on leur donne la parole. Et puis je trouve que c'est aussi un film qu'on devrait montrer dans toutes les formations d'enseignants, hein, parce qu'on se rend bien compte à travers ce documentaire aussi que avant que peut-être les enfants se lancent dans un apprentissage, ils doivent venir d'abord rencontrer qui est cet enseignant ou cette enseignante. Et on voit bien là le rapport que vous entretenez avec vos élèves. C'est un rapport de confiance, c'est un rapport où on croit chacun dans l'éducabilité de tout le monde. Et voilà, et je crois que c'est ça le métier d'enseignant finalement. Quelque part, on s'en moque de l'étude de la langue, voilà. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas le principal. Et je suis sûr que dans 20 ans, dans 30 ans, pour avoir fait beaucoup de classes de neige aussi avec mes élèves, de quoi ils nous parlent quand ils nous revoient, de ça. Parce que c'est ça qui les a marqués, c'est ça qui les a construits. Et c'est ça qui leur a donné, quelque part, peut-être la force de continuer et des souvenirs. Et c'est extraordinaire de se dire que dans la tête de nos élèves, on crée des souvenirs qui vont marquer et qui vont les accompagner. Donc un grand merci. Ouais, merci à vous. Pour réagir à ce que vous disiez, il y a trois choses. La première, c'est le conseil quand j'ai quitté la finance et que je suis devenu instit. C'est grâce à un ami qui avait fait aussi des études supérieures et tout, puis qui était devenu instit et qui s'éclatait. Et ça m'avait donné envie de le devenir. Et quand après les oraux, il me dit bon, alors là, tu vas être enseignant. Bon, l'an prochain, je te le dis tout de suite, tu rentres en CM2. De toute façon, le programme, tu le feras pas. Donc, t'énerve pas. Tu le connais, tu vas faire ce que tu peux. Mais il y a un truc, enseigne ce que t'aimes. Enseigne ce que t'aimes. Et c'est ce que je dis quand je leur lis chaque année la lettre de Camus. À chaque fois, je suis ému, mais cette émotion, elle les emmène. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était, ça, je voulais le partager avec vous, c'est ce mélange entre autorité et affect. C'est-à-dire que moi, au départ, j'essaie d'avoir une distance statutaire avec l'enfant, basée sur une forme d'autorité de cadre. J'ai des souvenirs incroyables. Je suis en réseau d'éducation prioritaire avec parfois des élèves très difficiles et que je suis obligé de maîtriser physiquement. Hein. Et à la fin de l'année, c'est ceux-là qui ne vont pas vous lâcher en pleurant et en disant, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je t'ai engueulé pourtant, mais non, en fait, il avait besoin de ça, mais aussi je l'ai valorisé dès que je pouvais. Donc ça, c'est cette idée de l'autorité. Et après,
c'est le témoignage qu'on a tous, mais c'est un mot qui est pas tellement dans l'éducation, amour, quoi. C'est que en fait, on obtient des trucs de dingue, et je le vois cette année, parce qu'avec 16, on a le temps de développer des liens affectifs ou d'ordre affectif. C'est-à-dire, et alors très simple, c'est juste un conseil, parce que bon, ça c'est vraiment un peu éculé, je l'utilise tout le temps, mais ça marche. Je le fais en un à un, c'est-à-dire qu'au début, c'est autorité, comme ça, et puis dès que l'enfant il commence à faire un truc bien et tout, quand on sort, je prends par l'épaule, les autres ne le voient pas vraiment, et je dis super, là, dis donc, t'as été... Ou alors je vais leur parler, et je vais les toucher, par l'épaule, très souvent, mais comme un geste affectif. Et vous pouvez pas savoir ce que... C'est un truc... Non seulement il y a la reconnaissance langagière, parce que bravo, ou tu es sur la bonne voie, ou tu as du potentiel, etc., pour l'encourager, mais il y a aussi le geste physique. De la même manière que quand l'enfant vrille, il faut s'engager physiquement, il en a besoin. Et finalement, il ne s'agit pas d'être violent, il s'agit vraiment de le contenir et de lui rappeler qu'il n'est pas tout puissant, et qu'il a 10 ans, et qu'il y a une force supérieure qui est celle de l'adulte. Voilà. Mais tous les progrès qu'on obtient, on les obtient quand on réussit à rentrer dans l'affect de l'enfant. C'est pas toujours facile. Merci déjà. Et non, c'est juste une réflexion qui m'est venue pendant le film. Je trouve que dans le avant la sortie, c'est comme si le téléphone était un peu garant du lien pour les enfants. Donc, moi, ça me fait penser au travail. Oui. Voilà, les enfants laissent le téléphone pendant un temps et puis ils ont très envie de le récupérer, ou les ados aussi. Et je pense parce qu'aussi, c'est ce qui fait lien avec leur entourage. Donc, ils veulent le retrouver. Et lorsque vous partez en classe, en voyage, je crois qu'ils disent à un moment que voilà, le téléphone n'est pas nécessaire puisque vous êtes ensemble. Et du coup, comme si le lien, là, était garanti par le groupe, par ceux qui font lien autour. Et du coup, voilà, c'était juste une réflexion de me dire qu'en fait, si on arrive à garantir le lien, peut-être que l'outil téléphone qui faisait lien n'est plus aussi important et nécessaire. Ah, absolument. Mais c'est que justement, cette société, elle est, le téléphone, le smartphone, médit de plus en plus nos rapports humains. C'est pour ça aussi que nous, on a peut-être moins de temps pour des rapports humains réels, parce qu'il faut gérer les communications, qui sont ce lien un peu fallacieux. Alors c'est vrai que c'est hyper pratique, parler avec grand-père ou grand-maman quand on est loin, il y a des aspects indubitables, faut jamais... mais cette surdimension des communications par le téléphone coupe ou empêche un peu partout, entre amis, évidemment dans la famille, etc., des moments où on va se retrouver dans un lien affectif, charnel, langagier, un câlin, etc., et ça va, comme une addiction, pousser davantage vers se refermer vers l'écran. Et des enfants qui rentrent dans ce cycle-là s'enferment, peuvent, en particulier s'ils ont des difficultés à être à l'autre, avec l'autre, ils vont s'enfermer de plus en plus dedans. Donc c'est tout à fait vrai. Dès qu'on propose à l'enfant autre chose, normalement, enfin du moins le film le démontre à cet âge-là, je ne sais pas à 14 ans, mais à cet âge-là, et en général. Ouais, la solitude, c'est Sabine Duflo qui le dit, elle l'exprime très bien, que en fait elle est sciée, mais c'est un peu ce que je vous dis d'ailleurs, elle est sciée quand elle prend en cure des ados archi-accros, du 16-18 heures jour, donc là il n'y a plus que ça. Et puis, il n'y a plus de portable, et ils ne sont pas là, s'il te plaît, mon portable. Et elle leur dit, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, là, je ne suis pas seul, vous vous occupez de moi, j'ai des activités, j'ai des choses, je ne suis pas seul. Et voilà, et quand... enfin bon, à choisir entre... C'est une phrase que je vous invite à méditer, c'est une phrase de Damasio qui dit, nous passons notre vie à caresser une vitre. Bof. Une vitre. Je m'adresse au cinéaste. Pardon. Pardon. C'est parce que... Je vais me lever, comme ça vous allez me voir, c'est parce que je suis au fond de la salle. Bon, c'est un témoignage, mais c'est aussi en même temps une question, parce que c'est la question du dosage. J'ai un petit-fils qui a 14 ans, qui est au collège, 3e, qui n'a jamais eu de portable.
et qui n'a pas non plus d'ordinateur. Il a un ordinateur qui est juste avec un jeu, mais il n'a pas du tout Internet sur son ordinateur. Et c'est pas facile. C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre pour lui d'être hors circuit, je dirais, d'être différent, de ne pas savoir ce que les autres savent. Alors en réalité, évidemment, il est intelligent, il a détourné un petit peu. Il va chez des copains de temps en temps, donc il sait se servir d'un ordinateur et d'un téléphone, bon, d'un portable. Mais quand même, il y a des sortes de moqueries, il y a des petites choses qui lui reviennent comme ça. Ah, mais toi, tu sais pas, évidemment, tu n'as pas Internet. Bon. Je disais, c'est pas facile à vivre. Voilà. Et quelle est la dose? Enfin, il n'y a pas de dose, il n'y a pas de dosage, vous n'allez pas me répondre, mais en même temps, voilà, trop de portable, c'est pas bien, mais pas de portable du tout. Est-ce que c'est si facile que ça? Ben, non, enfin, toute la question, c'est la graduation selon l'âge. Hein. Tisseron en parlait, mais c'est évident qu'on ne va pas avoir la même permissivité vis-à-vis des écrans avec un enfant de 15 et un enfant de 2 ou 3 ou 4. Donc, il y a une graduation à avoir. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'interdiction. Je vous ai dit, mon fils, il a 14 ans, il a eu son portable, mais il a un ordinateur depuis longtemps. Je conseille beaucoup aux parents, et je vous invite à le faire, de privilégier l'ordinateur portable qui est moins cher en plus en d'occasion, hein. On en trouve vraiment pas cher, moins cher qu'un smartphone très souvent, et parce qu'il est à demeure quand même. Ça évite ce fil à la patte continu qui crée une addiction par habituation, hein. C'est la phrase d'Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et combien de fois on répète ce geste qui devient un ancrage, et eux aussi. Moi, je crois au juste milieu d'Aristote. Je refais chaque année la petite phrase du juste milieu. Il faut se méfier de l'excès comme du défaut. Il faut, enfin, à mon sens, l'intérêt, c'est d'accompagner l'enfant. C'est non seulement de faire rentrer les écrans progressivement dans son éducation, mais de l'accompagner aussi pour lui montrer ce qu'il y a de bien. Je vous donne l'exemple des films. Il y a des films géniaux. Ça éduque l'œil d'un enfant de voir des beaux films plutôt que les dessins animés de TF1 qui sont faits en Corée, à 2 balles, etc. On peut nourrir l'enfant vers des applications très intéressantes aussi. Il y a par exemple Roi des maths, je vous le conseille de le conseiller. Roi des maths, conseillez-le. Mes élèves, j'adore les maths, c'est pas pour rien que j'étais dans la finance, et mes élèves, je les booste en maths. Bon, parce que je leur transmets les maths, mais aussi parce que je leur dis, allez sur ce logiciel, et ils s'entraînent, parce qu'il faut s'entraîner pour apprendre. Donc il y a des bons aspects. Encore une fois, il y a plein de bons aspects. Après, c'est à chaque parent de voir, selon la maturité de l'enfant, quand est-ce qu'il faut rentrer tel ou tel écran. Mais tenir jusqu'à la fin du CM2, pour ce qui est, enfin même pour le smartphone, personnellement, c'est jusqu'à la 4e, en plus, tout ce que l'enfant va développer comme aptitude relationnelle, il y a quelqu'un qui expliquait ça. Récemment, je trouvais ça très intelligent. C'est quelqu'un dans le public qui expliquait qu'avec l'IA, tous les métiers techniques, tout ce qui est ça va être remplacé, La seule chose que ne peut pas faire l'IA, Miguel l'a expliqué, c'est être un corps. Et c'est donc avoir des relations psychosociales, d'avoir un rapport à l'autre, des compétences psychosociales, savoir vivre avec l'autre, négocier, débattre, aimer peut-être. Ça, ce sera très valorisé. Parce que l'IA ne pourra pas faire ça. Elle n'a pas cette aptitude-là. Et ça, quand on préserve l'enfant des écrans, on l'aide à développer ça, normalement. Et après, c'est de le faire rentrer progressivement. Voilà, je crois à la progressivité. Et par contre, je vous invite tous, si vous voulez, à regarder un petit documentaire qui a été une émission d'envoyé spécial, qu'on voit sur YouTube, qui s'appelle L'héroïne numérique. Vous dites à n'importe quelle maman qui élève son enfant seul d'aller regarder ça, elle ressort, c'est pas la même. Je vous fais très vite, c'est une maman qui, depuis que l'enfant est tout petit, séparé, laisse l'enfant regarder des vidéos sur YouTube, des comptines, etc. Il est prostré quand la psy arrive, c'est Anis Ducanda, quand il arrive, il est prostré en train de regarder dans le lit, en position fétale. Et là, elle convainc la mère d'arrêter, de couper les écrans dans la famille, la télé, le truc. Et au début, crise, mais la mère obtempère, entre guillemets. Elle revient 2 mois et demi après. Et là, l'enfant est en train de jouer avec des jeux, des cubes, des jeux. Ah, et la mère s'émerveille, regardez-le, il court partout. Il me dit « maman » maintenant. Il dit ça. Parce qu'il était, si elle avait vu la psy, c'est parce qu'il y avait des syndromes
dit autistique, on est d'accord, c'est pas de l'autisme, ma cousine est autiste, je sais ce que c'est, mais il y a une prostration quand même qui fait parfois penser un peu à ça. Et le truc génial dans le reportage, c'est que la mère qui voit son enfant toute contente, elle sort son smartphone et elle dit « mais c'est quand même fou, c'était juste ça qu'il regardait » et elle met la comptine en route. Et l'enfant qui est à l'autre bout de la pièce, il faut voir son comportement physique. Il fait comme ça, d'un seul coup il se lève, et puis il arrive comme ça. Il a la tête baissée, hein. Il commence à dire « maman, maman », et il veut prendre le portable. Aujourd'hui, dans les crèches, il paraît qu'il y a des enfants, quand maman arrive, ils courent, oh c'est beau, c'est l'amour. Non, c'est la main dans le sac, vite, je vais avoir moi là, ce soir, j'ai mon portable. Donc ça, il faut préserver, évidemment, mais aussi convaincre la famille qu'il faut qu'elle se préserve elle-même pour avoir du temps pour l'enfant. Voilà, on va devoir interrompre, mais encore une intervention. Je sais qu'il y a au moins 2 frustrations au premier rang, mais si on veut maintenir le temps, voilà. Je donne la parole à Maryse. Voilà, merci beaucoup. Vous avez commencé le film avec des livres et je voudrais vous proposer quelques livres. Donc il y a un livre de Béatrice Almagna qui s'appelle « Un grand jour de rien ». Et en fait, c'est une petite fille. Qu'y a-t-il de pire que de perdre son jeu électronique dans un endroit où il n'y a strictement rien à faire? Donc ça rejoint ce que vous avez dit sur l'ennui, parce qu'effectivement, elle peut combler avec plein d'activités. Donc ces livres seront à consulter sur place et je vais les poser quelque part. Un autre livre aussi, c'est celui de Christian Woltz qui demande à ChatGPT de lui donner des idées parce qu'il est vraiment à court d'idées pour écrire son prochain livre. Donc vous verrez que le ChatGPT n'invente rien. Voilà. Et puis un autre petit roman plutôt pour le cycle 3 qui s'appelle « Mon deuxième cerveau », c'est-à-dire qu'on fournit à un enfant un portable avec un deuxième cerveau à l'intérieur à qui il demande de faire ses devoirs et il va lui arriver des choses vraiment à le dégoûter de se servir de ce deuxième cerveau. Voilà, je voulais vous proposer ces 3 livres, revue de presse. Alors, je voulais juste vous lire un petit extrait, parce que franchement, donc c'est La France et les robots, donc c'est écrit dans les années 50. C'est juste pour partager ça. Bien avant d'être au service de l'humanité, les machines serviront les vendeurs et les revendeurs d'or, c'est-à-dire les spéculateurs. Elles seront des instruments de spéculation. Or, il est beaucoup moins avantageux de spéculer sur les besoins de l'homme que sur ses vices. Et quand on pense au réseau, c'est bel et bien ce qui arrive, c'est-à-dire ils appuient sur toutes les émotions primaires. Et comme je le dis aux élèves, aux enfants, ils se fichent de la santé mentale. Et peut-être même si vous ne dormez pas, si vous êtes déprimé et que vous regardez des vidéos déprimées, pour l'algo, c'est encore mieux. Et dernière chose, ça c'est pour vous quitter, mais bon, Bernardo, ça ne va pas nous mettre la pêche, mais bon, je trouve juste que l'avantage, c'est qu'aussi il assène certaines choses. Ceux qui voient dans la civilisation des machines une étape normale de l'humanité en marche vers son inéluctable destin devraient tout de même réfléchir au caractère suspect d'une civilisation qui semble bien n'avoir été sérieusement ni prévue ni désirée, qui s'est développée avec une rapidité si effrayante qu'elle fait moins penser à la croissance d'un être vivant qu'à l'évolution d'un cancer. Voilà, je la trouve monumentale, je vais la partager, mais ça n'empêche qu'on est là pour lutter. On va être le médicament contre tout ça, du moins on peut l'espérer. Merci beaucoup.